Salutations, nobles guerriers des terres reculées d'Orient. Je me présente. Je suis Wusegi Kenshin, guerrier samouraï fidèle à mon empereur. Notre famille se transmet la glorieuse et immortelle histoire de l'invincible empire japonais, des bas-fonds de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Notre dirigeant emblématique, Oro Tikimune, a su guider pendant tout ce temps notre ligne directrice. Fait de victoires et de conquêtes, laissez-moi vous conter les périples de l'Empire du Soleil. Nos premiers ancêtres naquirent à moins 4000 avant Jésus-Christ. Ils décidèrent d'établir leur campement et de construire les prémices de ce qu'allait devenir la belle Kyoto. Près du fleuve le Kamogawa, au sud, nous pouvions voir des réserves d'un métal précieux, le mercure. Au nord, nous voyions des champs immenses propices à accueillir ce qui fait notre renommée aujourd'hui. Des terres immenses pouvant accueillir notre riz si légendaire. Et un peu plus loin, nous vîmes des épices d'une rare beauté. Cet emplacement divin allait donc faire naître Kyoto. Nos premiers guerriers, les Bushi, prirent la direction du sud vers nos réserves de mercure, alors que nos premiers monoshiri apprenaient déjà à parler aux animaux et à les familiariser à l'être humain. C'est 40 ans après la fondation de l'Empire que nos guerriers rencontrèrent la cité-État de Lisbonne. Celle-ci était relativement proche et après quelques discussions ne semblait pas expansionniste. Ils se contenteraient de leur ville et n'iraient plus loin, ce qui avantageait bien notre empereur qui lui voyait déjà des terres où implanter de futurs colons. La suite de l'exploration de Nobushi fut moins fructueuse. Les terres au sud semblaient glacées et à l'est, ils ne virent qu'une étendue immense d'eau, l'océan Pacifique. 150 ans après la venue de l'Empire, un groupe spécialisé dans l'exploration fut formé à Kyoto. Afin de découvrir de nouvelles terres d'implantation, ils prirent la route du nord alors que nos guerriers étaient revenus en ville. Pendant cette même période, des explorateurs inconnus vinrent au bord de nos terres. Ces explorateurs furent d'une grande utilité car en moins de 3700 avant Jésus-Christ, ils découvrirent la cité-État de la Venta, qui semblait se baser sur l'éducation, mais cette bourgade ne plaisait pas énormément à Oro, qui voyait ses désirs d'expansion repousser. Seule la voie de l'ouest, encore inconnue, permettait une implantation possible pour un deuxième village. Seulement, les guerriers partis à l'ouest annoncèrent la découverte de Bruxelles, qui résonna comme un blocage dans les oreilles de Oro. En effet, regardez cette carte que l'on date des années moins 3700 avant Jésus-Christ. Nous y voyons ici que Oro mettait en évidence les fleuves, l'océan, les ressources de luxe et les cités-États. Bien que cette carte soit fausse, nous le savons aujourd'hui, il est intéressant de voir comment Oro analyse la situation. Le sud, qu'il délaissait tant, est pourtant le plus riche, alors que les terres de l'ouest, au nord, ne contenaient que des ressources de base dont l'Empire pouvait se passer. Il faudra donc attendre avant de voir des colons fonder une nouvelle ville. Les années qui suivirent furent marquées par très peu d'événements. Nos scientifiques savaient enfin comment s'occuper des bêtes entourant notre bourgade. Nos guerriers, partis à l'ouest, confirmèrent que la voie de l'ouest était complètement bouchée à cause de la cité-État de Zanzibar, ce qui eut pour conséquence de miner le moral de Oro. Heureusement, nos éclaireurs, à cette même époque, trouvèrent un rameau qui leur donna quelques pièces qui vinrent enrichir notre empereur. La bonne nouvelle vint presque aussitôt, alors que nos éclaireurs parcouraient des champs immenses de bananiers, ils découvrirent à l'horizon une montagne immense devant eux, le Kilimandjaro. Cette nouvelle regonfla le moral de notre seigneur Tikimune, qui décida enfin de préparer une escorte de colons. Cet engouement se poursuivit avec la mise en place de doctrines militaires, qui nous aidaient à mieux combattre face aux barbares, et une doctrine économique. Le peuple était enfin véritablement guidé. Les années qui suivirent furent alimentées par la découverte de Preslav, une autre cité-État sans ambition, et par la maîtrise de la forge et de nos premiers outils minés. Les découvertes s'enchaînèrent avec l'apparition de Erwan et d'une caravane tribale qui nous donna gratuitement des aventuriers éclaireurs. Alors que le peuple japonais vivait en parfaite harmonie avec plein de petites villes indépendantes, qu'il ne serait pas dur d'écraser par la suite, une découverte incroyable survint en l'année 3500 avant Jésus-Christ. Le peuple congolais et son dirigeant, Memba Aninzga, firent rencontre avec les guerriers japonais. Aussitôt, le peuple congolais voulut montrer à Hiro ses croyances religieuses. Hiro, dont l'objectif actuel était le développement, accepta sans hésitation. Serait-ce grâce aux prières congolaises que suivit dans Kyoto la fondation d'un panthéon et des premières croyances japonaises. Toujours est-il que le peuple japonais se mit à croire au dieu de la fertilité, ce qui apporta une augmentation de 10% de croissance. Du pain béni pour Hiro, qui voyait ses petites maisons évoluant en quelque chose de bien plus grand et de bien plus magnifique. Les éclaireurs au sud tombèrent sur un lac merveilleux, le Crater Lake, ce qui réconfortait Oro dans sa décision de faire fonder sa deuxième ville dans ces terres gelées mais ô combien riches. Nos explorateurs découvrirent un nouveau continent, qu'ils nommèrent Kenorland. Les études terrestres montraient que ce continent était très vieux. Le nôtre, plus neuf et plus immergé,
fut nommé Zaelindia. Grâce à toutes les cités-États et aux premières relations avec le Congo, nos théoriciens établirent les bases du commerce mondial. Pendant ce temps, les éclaireurs au sud virent d'immenses icebergs se dresser devant eux, et l'impossibilité de continuer à avancer. C'était donc là, la limite sud de notre continent, qui obligeait le Japon à revoir sa stratégie, d'aller tout au sud. Quelques années plus tard, nos guerriers rencontrèrent les soldats de Tomiris, qui semblaient diriger l'Empire Sith. Ces premières paroles, très violentes, nous poussaient à croire que cet empire ne se basait que sur la guerre et le sang. Il faudra donc compter sur eux pour qu'un jour Nobushi aille combattre les misérables soldats Sith. C'est donc sur cette rencontre que se termine le premier épisode de l'histoire du grand empire japonais. Nous verrons dans la prochaine la création d'une deuxième ville, l'avancement des relations et des progrès scientifiques et économiques. Je vous laisse. Sayonara.